Mesdames, Messieurs, vous êtes dans TechMag, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte d'un jeune Congolais qui s'est lancé dans la fabrication d'une voiture de sport. Le projet se nomme Ose Alpha et lui-même s'appelle Akira Huster. Mais juste avant, nous allons faire le tour de l'actualité avec Ragil Vembe qui est avec moi sur ce plateau. Ragil, bonjour. Bonjour Estime. Alors, nous allons parler des nouveaux taux de prélèvement sur les transactions de mobile money. Désormais, les frais prélevés lors des envois et retraits d'argent sont établis à 3,5% alors qu'ils étaient autrefois fixés à 2,5%. Qu'est-ce qui justifie cette hausse ? Alors, cette hausse est justifiée par, justement, c'est l'un des résultats directs de la loi des finances 2019 qui implique une taxation sur chacune des transactions électroniques affiliées aux opérateurs de télécommunications. Donc, on passe de 2,5% qu'on avait à 3,5% et pour chacune des transactions d'utilisateurs d'un même service, d'un même opérateur. Et à partir de 200 000 francs, on paye 5 000 francs la transaction plus 1% du coût de la transaction. Et c'est la même chose quand il s'agit d'envoyer de l'argent d'un opérateur donné vers un autre. Alors donc, à partir de 200 000 francs, c'est 5 000 francs CFA 5 000 plus francs plus 1% du montant qui est engagé envoyé dans la transaction. Mais Ragil, est-ce qu'il y a lieu de penser que c'est une bonne nouvelle ou plutôt ce n'est qu'une mauvaise nouvelle pour les consommateurs? Alors, au vu de ce qui est dit sur Internet, au vu de ce qui est dit par les experts, on va dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'on enregistre 80 milliards de francs CFA en termes de transactions, de revenus liés à la transaction électronique entre janvier et mars 2019 pour ce qui est des opérateurs. Et je pense que ce serait très bien, ce serait une plus-value pour le gouvernement et pour les caisses de l'État. On va dire que ce secteur était en pleine décolle. On avait l'impression que les gens étaient très enthousiastes à l'idée d'utiliser les services de transactions électroniques. On se pose la question de savoir est-ce que ce ne serait pas plutôt un frein, étant donné que les nouveaux tarifs ou les nouveaux pourcentages se rapprochent des opérateurs traditionnels de transfert monétaire que l'on connaissait auparavant. Ah oui, il faut le dire, ce sont certainement ces tarifs-là ou ces taux au rabais qui attirent les utilisateurs vers ce nouveau mode de paiement. Mais bon, on espère quand même que cela ne va pas avoir des véritables incidences. Ragil, on va quitter le Congo pour aller cette fois-ci au Sénégal. Tigo Sénégal n'existe plus. La marque d'opérateur de téléphonie mobile, j'allais dire, a été remplacée par Free, qui est bien connu des fins limiers de la technologie. Ragil, qu'est-ce qui explique la disparition de Tigo Sénégal? Est-ce que c'est par voie de rachat ou il y a eu une fusion simplement entre les deux opérateurs? Alors, ce que l'on sait au jour d'actuel, ce qu'on sait, c'est que le 1er octobre, le rachat a été rendu public. C'était une discussion qui a été faite en amont entre Free et puis Tigo. Tigo représentait 25% du marché en termes de télécommunications au Sénégal et il arrive avec des offres très alléchantes et voilà, je pense que c'est un peu ça. Alors justement, en parlant de ces forfaits, de nouveaux forfaits ont été lancés après l'annonce de la fusion, mais ces forfaits-là font polémique. Je vais illustrer mon propos. Depuis le lancement de la nouvelle marque Free au Sénégal, pour 6 000 francs CFA, on peut bénéficier de 800 minutes d'appel vers tous les réseaux, 20 gigas de data et également WhatsApp illimité pendant un mois. Ragil, pourquoi cela fait polémique au Sénégal? Alors, comme tu le dis, Estime, en fait, ces forfaits font polémique parce que ces forfaits sont un peu, on va dire, sont à l'extérieur des normes fixées par l'opérateur de régulation de télécommunications au Sénégal. Ce qui fait que c'était pas des forfaits annoncés auprès de l'opérateur, ni sollicités auprès de l'opérateur. C'était un peu hors norme. Ils ont voulu peut-être faire lancer une campagne de communication dans ce sens. Mais actuellement, il y a une sanction qui pèse sur la tête de l'opérateur Free au niveau du Sénégal. Du coup, on en parle et ça fait un peu tollé. Ah, on ose quand même espérer que cette situation aura une issue favorable. Ragil, on va quitter cette fois-ci l'Afrique, on se rend en France. La France est sur le point de devenir le premier pays européen qui proposera à ses citoyens la possibilité de s'identifier sur des services publics grâce à la reconnaissance faciale. Cela passera par le programme ALICEM. Qu'est-ce que c'est? Alors, le programme ALICEM, comme tu viens de le dire, c'est l'authentification en ligne certifiée sur mobile. Alors, c'est un système qui permettrait à tout résident français disposant d'une puce biométrique ou d'un titre de séjour étranger électronique de pouvoir avoir une identité numérique. En fait, c'est un nouvel ère pour la France. On veut que les Français aient désormais une identité numérique. Alors pour cela, on demande à tout ce qui est un passeport biométrique ou un titre de séjour électronique de s'enregistrer auprès d'un organe qui gère les titres de séjour et auprès du ministère de l'Intérieur. Ce sujet fait tollé où on en parle actuellement, c'est parce que c'est un sujet qui va à l'encontre des lois du RGPD. Le RGPD, on en a parlé ici récemment, ce sont des règles qui visent à favoriser l'échange des données sur Internet. On considère que c'est une obligation aujourd'hui qui n'existe pas d'alternative quand on demande à un Français de pouvoir avoir une identité numérique. Il n'existe aucune autre alternative que de fournir des informations concernant sa reconnaissance faciale. Et ça va à l'encontre
des règles qui ont été fixées par le RGPD, le SNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a posé mandat aux motions de censure qui a été rejetée parce que cette loi vient de plus haut et c'est ce qui cause un peu ce climat de tension ou de discussion autour de l'ISEM. Alors, cette méfiance, je pense, s'explique aussi parce que la reconnaissance faciale, c'est tout nouveau en France. Les Français ne sont pas habitués à cela. Et on va revenir dans quelques instants pour décrypter cette actualité. On va expliquer ce que c'est que la reconnaissance faciale avec Ragil Vembe. À tout de suite. Reconnaissance faciale, quand on le dit, on a l'impression de tout de suite comprendre ce terme. Pourtant, il est associé à une technologie bien spécifique que nous avons l'occasion de décrypter avec Ragil Vembe. Ragil, aujourd'hui, en 2019, comment on définit la reconnaissance faciale? Aujourd'hui, en 2019, on n'entend peut-être pas assez parler de reconnaissance faciale, mais elle est déjà présente autour de nous. La reconnaissance faciale, en fait, c'est le système de reconnaissance ou les systèmes de reconnaissance faciale sont des types d'applications logicielles qui permettent de reconnaître le visage d'une personne de façon automatique. Il en existe déjà quelques-uns, vous en avez déjà sans doute déjà vu sur Facebook par exemple. Il y a un système de reconnaissance faciale qu'on voit qui s'appelle le deepface qui permet de reconnaître sur une photo les différents utilisateurs ou nos amis. Si on a des amis sur une photo ou plusieurs amis dont la photo se rapproche de la photo d'ensemble qu'on a, on peut avoir un exemple de reconnaissance faciale. Et il en existe plusieurs cas. Et je pense que le champion du monde, on va dire champion du monde de la reconnaissance faciale, c'est la Chine qui a beaucoup d'exemples d'implications de reconnaissance faciale. Par exemple, en Chine, pour prendre le métro, au jour d'aujourd'hui, à Pékin par exemple, avec ton visage, tu peux te positionner devant le métro et prendre le métro via reconnaissance faciale. Voilà un exemple de reconnaissance faciale. Et aujourd'hui, on en parle peut-être parce que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité en France. Alors, Ragil, la reconnaissance faciale, tu l'as dit, on est parfois surpris de voir que sur Facebook, il détecte automatiquement les visages de nos amis et parfois même Facebook nous propose de nous identifier nous-mêmes, mais la reconnaissance faciale, on en retrouve aussi dans les smartphones. Il suffit de présenter son smartphone devant soi pour le déverrouiller. Comment est-ce que le smartphone fait pour savoir que c'est moi? Ou autrement, je voulais dire, comment est-ce que ça marche la reconnaissance faciale? Alors, la reconnaissance faciale, pour faire simple, ça marche en 3 phases. La première phase, c'est la détection du visage. On détecte d'abord le visage qui est en face de nous. La seconde phase, c'est l'analyse du visage. On veut se rendre compte si le visage qu'on a devant nous est vrai. Et ensuite, il y a une phase de reconnaissance qui fait une comparaison entre le visage qui nous est présenté et la base de données d'informations qu'on a. C'est sur la base des informations, sur la base des différentes photos, de l'image de la personne qui a été faite, qu'on fait une reconnaissance faciale. Aujourd'hui, l'exemple le plus plausible et le plus proche de notre réalité, c'est la reconnaissance à travers les smartphones tels que tu viens de le citer, avec iPhone ou peut-être le OneNote Plus et Samsung qui fait un peu de reconnaissance faciale via des outils tels que le Face ID et ainsi de suite. Mais tout se passe par un système de sauvegarde d'abord d'informations parce que l'algorithme ne fonctionne que sur la base de ce qui existe déjà et fait une comparaison de ce qui existe avec ce qui est réel. Eu égard à ce que tu viens de nous expliquer, on a l'impression que la reconnaissance faciale sert beaucoup plus à la sécurité. Ragil, pourquoi alors l'application de reconnaissance faciale du gouvernement français fait débat? Alors, l'application de reconnaissance faciale du gouvernement fait débat parce que l'application de reconnaissance faciale du gouvernement ne se limite pas qu'à la sécurité d'information. Il y a un délit d'information dans le sens où on a peur aujourd'hui d'arriver dans un contrôle parfait d'information. Parce qu'il ne faut pas oublier que les informations que nous fournissons sur ces applications peuvent servir à des entreprises marchandes, par exemple, pour faire de la communication. Imaginez un peu que vous vous baladez dans la rue et que vous avez une communication ciblée par rapport au type de personne que vous êtes. Il peut y avoir un délit de sale gueule. Ça veut dire quoi? Vous arrivez quelque part, vous vous présentez, par exemple, à un aéroport, par rapport à l'expression que votre visage peut avoir ce jour-là, on peut vous prendre pour un criminel, par exemple. C'est ça, les méfaits ou les aléas de la reconnaissance faciale. Se toller, pourquoi? Parce que les utilisateurs ont l'impression que toutes ces informations qui sont fournies, qui à la base sont censées permettre aux Français ou aux utilisateurs qui sont en France d'accéder à des services publics moyennant la reconnaissance faciale, ils ont peut-être peur que leurs informations soient transmises à des services tiers et qu'il n'y ait plus de sécurité de données. Parce que notre visage, c'est aussi une donnée. Alors, Ragil, tout à l'heure, tu l'as dit, la reconnaissance faciale est très utilisée en Chine. Quels sont les champs d'application, les domaines dans lesquels on utilise cette technologie-là dans le pays, justement, que je venais de mentionner? Alors, en Chine, de ce que j'ai vu sur Internet, il y a plusieurs applications. L'une des applications qui est assez criarde, c'est la sécurité informatique. Aujourd'hui, en se baladant en Chine, on peut savoir quel utilisateur, on peut avoir l'identité de chacun des utilisateurs parce qu'il existe bien évidemment une base de données nationale qui permet de faire une équivalence entre chacune des personnes dans la population et
chacune des personnes qui sont sécurisées ou qui sont surveillées au fait au préalable. Il existe même un système de crédit de bonne conduite. J'ai découvert et c'était très criard. En Chine aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un certificat de conduite qui est attribué à chacun des Chinois. Ça veut dire qu'on peut attribuer un crédit pour savoir si tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Il y a un nombre de points donnés et ça, ils le font grâce à la reconnaissance faciale. Dans les aéroports, ils utilisent la reconnaissance faciale. Pour sortir de la Chine, pour aller vers l'étranger, ils ont des systèmes de reconnaissance faciale. Alors là, on a l'impression qu'on passe de la surveillance, enfin de la reconnaissance faciale à la surveillance à outrance. Mais Rachel, est-ce qu'il y a d'autres dérives en dehors de celles que tu as mentionnées qui peuvent rentrer en ligne de compte lorsqu'on parle de reconnaissance faciale ou peut-être même d'autres avantages? Nous parler peut-être des champs d'application qu'il peut avoir, parce que j'aurais appris qu'il est également possible d'effectuer des paiements avec de la reconnaissance faciale uniquement et que dans certains pays, il suffit de se présenter devant un terminal de reconnaissance faciale pour garantir son entrée ou pour valider son entrée dans un territoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples? Et aussi, même pour terminer, est-ce que la reconnaissance faciale est déjà utilisée au Congo d'une manière ou d'une autre? En termes d'exemple, comme j'ai pris le cas de la discussion qui est à l'ordre du jour ou la discussion d'actualité du cas français, le but étant de supprimer en fait la donnée papier et la donnée numérique. Imaginez un pays où on peut se présenter sans avoir une pièce d'identité. Tout ce que vous avez à présenter, c'est votre visage. Pourquoi cela? Ce serait rendu possible grâce à la reconnaissance faciale. Parce que le visage représente une donnée, représente ta personne et ton identité. Donc c'est un avantage en fait. Alors, pour ce qui est de notre environnement ou de l'Afrique en général, les exemples les plus probants et les plus rapprochés de reconnaissance faciale qu'on connaît, c'est ceux qu'on a quand on veut sécuriser son téléphone et son smartphone, qui est assez usuel et qui est assez fréquent. À eu égard au débat suscité, j'espère que les autorités ne pensent pas tout de suite intégrer la reconnaissance faciale. Le temps peut-être pour nous de mieux comprendre cela, en plus des précieuses informations que tu nous as confiées, Rachel. Je te remercie pour cela. Et on poursuit l'émission. On va cette fois-ci faire les découvertes de la semaine. Je l'ai dit en début d'émission, cette semaine, nous sommes allés découvrir le Ose Alpha, un projet de construction automobile initié par un jeune Congolais. Ce projet avance à la vitesse grand V depuis quelque temps. Suivez ce reportage. Voilà. Ici, nous sommes à la périphérie nord de Brazzaville. C'est dans cette zone de la capitale congolaise que prend forme le projet de construction automobile initié par Uster Akira Obambe, un bidouilleur autodidacte. Son projet a démarré en l'an 2012, alors qu'il n'avait encore que des connaissances limitées sur l'industrie de l'automobile. Informaticien de formation, il a consacré 3 ans à la modélisation de son véhicule en 3D. Ainsi, il a conçu un à un tous les composants de la voiture. Bon, l'intérêt de travailler en 3D, c'est déjà de savoir, ça vous pousse déjà à savoir à quoi va ressembler, sinon comment seront configurées vos pièces. Donc ici, j'ai déjà le réservoir de carburant, je peux même l'isoler déjà, et essayer de travailler dessus, apporter peut-être quelques modifications et voir un peu comment ça sera assemblé. Donc tout a été d'abord dessiné sur ordinateur avant de passer à la réalité. Toutes les pièces ont d'abord été étudiées avant la fabrication. On pourra maintenant produire ce véhicule en plusieurs exemplaires parce qu'on a les plans. Les plans ont été conçus par nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui maîtrisons en fait la technicité et la fabrication. L'avantage même de travailler en 3D, au cours des tests, on peut avoir un métal qui cède. On peut avoir une partie qui ne répond pas correctement. On améliore dans la réalité et puis on en arrive au niveau 3D. On fait la mise à jour du fichier. Du coup, on sait qu'au lieu de 3 cm de la barre qu'on avait mis à ce côté-là, on la rallonge par exemple à 6 cm. Et on garde toujours le même produit. Les premières pièces du véhicule, quant à elles, n'ont commencé à être manufacturées qu'à partir de 2015. Depuis lors, la fabrication de la voiture imaginée par ce jeune Congolais avance lentement, mais sûrement, grâce au concours de ses 5 autres collaborateurs regroupés au sein d'une structure nommée OZ. Ces jeunes passent le plus clair de leur temps dans un atelier où ils travaillent ensemble pour relever les nombreux défis qui se présentent à eux chaque jour un peu plus. Il y a toujours des problèmes parce que je rappelle qu'il s'agit de fabriquer un véhicule, pas d'assembler un véhicule. Si bien que la plupart des composants, la plupart des parties de ce véhicule, il faut devoir réfléchir un peu avant de le fabriquer. Donc on est beaucoup plus limité. Déjà, arriver déjà à ce niveau, il faut déjà dire que c'est vraiment une réussite parce que
sur le plan matériel, on n'est pas vraiment équipé. Pour fabriquer un véhicule ici, on n'est pas vraiment équipé. On voulait avoir un moteur très puissant pour le châssis qu'on devait développer. Et là, on est parti sur 4 moteurs déjà qu'on a eu à changer. Et le deuxième défi, c'était de faire à ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a dessiné en 3D. Parce qu'il fallait montrer aux gens que oui, c'est comme ça qu'on fabrique un véhicule. On commence à le dessiner en 3D et pièce par pièce, élément par élément, on arrive à fabriquer ce véhicule. Et surtout, en fait, la troisième contrainte, je dirais, c'était réussir à fabriquer une suspension type Lamborghini, comme je le dis tout le temps, parce que la suspension a été inspirée de la Lamborghini, la suspension à amortisseur qu'on appelle horizontale. OZ Alpha, c'est le nom que porte le prototype en cours de fabrication. Ce véhicule automobile, doté d'une motorisation puissante, promet d'être digne du XXIe siècle grâce à la combinaison d'un design unique et des technologies les plus récentes. Le OZ Alpha embarque un moteur de 110 chevaux et une suspension indépendante à l'arrière. Le moteur de cette voiture à propulsion sera contrôlé grâce au système de diagnostic embarqué communément appelé OBD. Les informations collectées seront affichées sur une tablette tactile qui fait office de tableau de bord. Elle fera apparaître des données telles que la vitesse, la position du boîtier papillon, l'inclinaison, la boussole ou encore la position GPS. Dans le souci de prévenir les accidents de la route, le prototype sera également équipé d'un dispositif de télédétection permettant au véhicule de freiner automatiquement devant un obstacle. La quasi-majorité des composants de la voiture ont été produits sur place comme l'affirme le concepteur. Pour ce projet, effectivement, ça n'a pas été fait à 100% ici en local parce que le moteur il a été importé. C'est un moteur Toyota qui a été importé. Les roues, effectivement, aussi ont été importées. Et pour l'ensemble du reste, ça a été fabriqué avec le matériel local. Mais on a voulu prouver déjà qu'avec le peu de ressources, le peu de moyens qu'on a, on peut développer, on peut fabriquer un véhicule sport. Riche de l'expérience acquise dans la conduite de ce projet, les membres de OZ affirment être capables de reproduire le même modèle en 4 mois si les ressources matérielles et financières sont réunies. Mais pour l'heure, ils n'ont pas l'intention de commercialiser le OZ Alpha. Et quand j'ai dit le but, c'est pas de fabriquer des véhicules sport, c'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer notre capacité à fabriquer quelque chose, un engin motorisé. Maintenant, pour ceux qui comprennent l'automobile, quand ils vont voir un peu le véhicule qui a été construit, ah oui, c'est galant réfléchi. Du coup, on vous a fabriqué un véhicule comme ça. Quand on va vous dire qu'on va vous fabriquer un véhicule pour transporter le pain, pour livrer le pain, un véhicule d'agriculture, et bien sûr, ils sont capables parce qu'ils ont fait un véhicule sport. Oui, c'est ça en fait le but. Uster Akira se dit ouvert à toute personne compétente qui souhaite intégrer son équipe. Présentement, OZ n'a que la passion comme moteur et la structure recherche des financements pour carburer, mais aussi pour éviter de couler une bielle de leur voiture qui devrait être fonctionnelle d'ici janvier 2020. De retour sur ce plateau, la rubrique découverte se poursuit. Je suis toujours avec Ragil Vemé qui va nous parler du jeu Ghost Recon qui est inspiré de l'univers du romancier américain Tom Clancy. Alors, on continue avec Tom Clancy, la saga des jeux qui a commencé depuis 2008 de Tom Clancy. On est à Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint cette fois-ci, qui est sorti le 4 octobre 2019 sur Xbox, sur PS4 et sur PC. Cette fois-ci, c'est nettement plus intéressant. On est en 2023 dans un univers futuriste et on parle de drones, on parle d'espions, on parle d'espionnage et tout se déroule sur une île imaginaire dans un monde presque ouvert. J'invite tout le monde à le jouer, ce jeu qui est très intéressant, qui est développé par Ubisoft. Ragil, est-ce que tu as pu voir des images du gameplay de ce jeu que tu venais de Bien sûr, j'ai pu voir des images du gameplay très intéressantes où on a la possibilité de jouer jusqu'à 4 utilisateurs, mais on a le choix. Si on a des amis qui peuvent jouer avec nous, c'est toujours plus intéressant. Alors Ragil, moi je ne te laisse pas le choix de ne pas m'offrir ce jeu, c'est presque un impératif et j'espère que d'ici le prochain numéro de TechMag la semaine prochaine, tu vas m'apporter mon CD. Alors c'est également la fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On poursuit nos conversations sur les réseaux sociaux comme d'habitude avec le hashtag TMVox. On vous retrouve très prochainement.